All rise, veuillez vous lever. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning again. Mr. Nyang, you are on your legs. We'll continue with your opening speech, please. Thank you. Merci, Madame la Présidente. Donc, j'avais juste fini de vous parler de ce qu'il avait été convenu d'appeler le trou, donc avec ses odeurs d'urine et d'excréments. Et je m'en vais continuer maintenant avec les cellules de l'OCRB. Dans ces cellules, Madame la Présidente, Madame Michel le juge, les éléments de la Seleka sous le contrôle de M. Saïd détenaient des personnes considérées comme favorables à Bozizé, mais aussi des chrétiens, des membres de certains groupes ethniques pris pour cible tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda, ou bien des militaires, d'anciens membres des forces armées centrafricaines, donc plus connues sous l'acronyme de FACA, ou de la garde présidentielle, ou des personnes, de toute façon, d'une façon ou d'une autre, estimées qu'elles étaient affiliées à Bozizé. Les déclarations des témoins P 2161, P 2478, P 2105, P 1737 démontreront que M. Saïd avait pleine autorité à l'OCRB, où il commandait les 35 à 60 Seleka qui étaient en poste, Madame le Président. À l'époque où l'accusé était aux commandes, il portait l'uniforme militaire. Il avait une escorte militaire et les éléments de la Seleka se référaient à lui comme le colonel. C'est comme ça qu'il l'appelait. Commandant. On l'appelait aussi chef ou directeur de l'OCRB. Madame la Présidente, Madame Michel le juge, sur vos écrans, maintenant s'affiche une liste officielle des éléments de la Seleka qui étaient en poste à l'OCRB en 2013. Sur cette liste, vous verrez que l'accusé est répertorié comme étant le numéro 1, donc à la tête, et que son adjoint et chef des opérations, le colonel Mahamad Tahir, est le numéro 2. Donc M. Saïd et Tahir n'étaient pas les seuls impliqués dans les crimes commis dans cette structure qui était l'OCRB. D'après les témoignages des témoins initiés, qu'on appelle aussi les témoins de l'intérieur, tels que P0338, P2161 ou P2563, un Seleka dénommé Yaya Soumen était lui aussi un des subordonnés et conseillers de M. Saïd, tout comme Hissène Damboucha. Ces hommes étaient membres du plan commun car ils jouaient également un rôle décisif dans les arrestations et les tortures qui étaient infligées, encore une fois, dans cette structure qu'est l'OCRB. D'après le témoin P
338, dont vous entendrez le témoignage, Yahya était l'associé en lequel Saïd avait le plus confiance. C'est essentiellement sur lui qu'il se reposait au premier chef. À l'époque des crimes commis, M. Saïd était subordonné à Noureddin Adam. Il s'assurait que les ordres donnés par Adam en tant que ministre de la Sécurité publique étaient exécutés. Nous présenterons, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, des éléments de preuve démontrant que les détentions arbitraires et les tortures avaient lieu en permanence. Qu'Adam a fourni les fonds pour les Seleka de l'OCRB à M. Saïd, qu'il organisait des réunions sur place et recevait des rapports. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, à l'époque, Adam a délivré des cartes d'identification. Donc, le procureur l'a annoncé dans son propos liminaire. Donc, il a distribué ces cartes aux membres de la Seleka où apparaît sa signature. Ces cartes mentionnaient la référence que vous voyez, c'est MSAK, qui est l'abréviation colonel Mahamad Saïd Abdel Kani. L'une de ces cartes, obtenue auprès de l'élément de la Seleka P1737, c'est celle-là que vous voyez sur l'écran. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, cette carte a été délivrée en 2013, à l'époque où les crimes étaient commis. Et ces cartes permettaient de reconnaître les éléments de la Seleka. Donc en fait, c'était le signe identitaire. Et en dehors d'Adam, M. Saïd collaborait régulièrement avec d'autres chefs de la Seleka qui étaient également impliqués dans les arrestations et les mauvais traitements infligés aux détenus de l'OCRB, en particulier, et vous le voyez s'afficher, le général Fadoul Al-Bachar, qui était le directeur adjoint du comité extraordinaire pour la défense des acquis démocratiques, et donc dont l'acronyme connu est CEDAD. Donc vous voyez aussi la photo du général Adoum Rakis, qui était le directeur adjoint de la police. Et enfin, vous voyez également bien encerclé le général Mahamad Saleh Adoum Kete. Donc, grâce aux témoins initiés tels que P21-05, P25-63, P338 et P787, et aux témoins victimes que sont P0547 et P3056, l'accusation présentera des preuves établissant que ces dirigeants de haut rang dont vous venez de voir les photos de la Seleka et M. Saïd ont collaboré pour emprisonner et maltraiter des détenus à l'OCRB. Cette collaboration est en outre attestée, corroborée par des registres des données téléphoniques, comme je vous l'avais annoncé. En plus des témoignages, donc il y a de la preuve documentaire aussi qui vous sera fournie à foison. Donc ce sont des registres des données téléphoniques recueillis et correspondant au numéro de téléphone attribué à M. Saïd. Et sur vos écrans,
Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, vous pouvez voir un extrait de ces tableaux, de séquences d'appels élaborées à partir de données brutes des registres de données téléphoniques du témoin P3108. Les appels téléphoniques entrants et sortants correspondant au numéro de téléphone portable de M. Saïd montrent qu'au cours de la période envisagée par les charges, il a communiqué avec Noureddine Adam à 101 reprises, au moins. Avec Hissène Damboucha à 249 reprises au moins. Et avec Mahamad Saleh à 133 reprises au moins. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, des policiers étaient également en poste à l'OCRB. Cependant, la présence et les activités de M. Saïd et des Séléka qu'il commandait les privaient dans les faits de tout pouvoir. P 338 et P 787 que j'ai mentionné tout à l'heure expliqueront que les policiers de carrière devaient se plier aux ordres de M. Saïd. Les témoignages que vous entendrez démontreront que M. Saïd décidait des personnes qui devaient faire l'objet d'une enquête et de celles qui devaient être présentées devant le procureur. Ils étaient rarement informés par Adam ou M. Saïd des opérations en cours. Ils n'avaient pas non plus accès aux prisonniers détenus dans la cellule souterraine, cette même cellule qui était sous les pieds de l'accusé. Les éléments de preuve démontreront qu'ils craignaient les Séléka de l'OCRB dans l'exercice de leurs fonctions. En d'autres termes, ce qui devait être la distribution de pouvoirs de police normaux avait cédé le pas à cet arbitraire dont l'accusé était le symbole. Le contrôle exercé par M. Saïd à l'OCRB a duré 4 mois, jusqu'au 30 août 2013, date à laquelle les Séléka ont été écartés de l'OCRB à la suite des critiques et des voix qui se sont élevées dans les médias nationaux et internationaux à propos de leur conduite à l'égard des détenus sur place. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, sur vos écrans s'affiche la photographie de la cérémonie de passation de pouvoir à l'OCRB, donc pendant qu'il quittait. Vous le verrez, le président Djotodia, l'accusé M. Saïd, Tahir et d'autres chefs et dignitaires de la Séléka étaient présents, avec les encerclés pour bien les identifier. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, je vais à présent aborder les crimes qui ont été commis à l'OCRB à la période durant laquelle M. Saïd avait le contrôle du centre. Et je laisserai le soin au premier substitut qui est sur ma droite, Mme Olo Makwaya, d'élaborer sur la responsabilité pénale à titre individuel. Dans les paragraphes 129 à 256 du mémoire de première instance, l'accusation a fait état de faits essentiels et des éléments de preuve qui étaient les chefs
1 à 7 qui ont déjà été annoncés par le procureur Khan et dont vous êtes à présent bien familier parce que étant dans le document contenant les charges. Entre le 12 avril 2013 au moins et le jour où il a quitté l'OCRB, à savoir le 30 août 2013, M. Saïd a aidé de ses adjoints, de ses proches collaborateurs et d'autres éléments, c'est le cas de l'OCRB, a arrêté et détenu des partisans présumés de Bozizé. Ces détenus étaient en majorité des hommes, des chrétiens et des membres de groupes ethniques tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda, traditionnellement associés à l'ancien président Bozizé. D'autres étaient pris pour cible pour avoir simplement travaillé dans son administration. Et à présent, je vais, Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, aborder le crime d'emprisonnement par rapport aux charges spécifiques. Les détenus, tous des civils, ont été privés de leur liberté, ce qui constitue bien entendu le crime d'emprisonnement. Le complexe de l'OCRB était fermé et gardé. Tout au long de leur détention, ils étaient sous le contrôle de l'accusé et ne pouvaient pas quitter l'OCRB sans son autorisation. Les victimes, en l'espèce, étaient détenues arbitrairement, sans examen rapide de leur dossier, de la part d'une autorité indépendante et impartiale, sans examen de la question de savoir si leur arrestation et leur détention étaient requises pour des raisons impérieuses de sécurité et bien entendu sans garantie procédurale. Comme le CICR, le Comité international de la Croix-Rouge, l'a fait valoir, le critère des impérieuses raisons de sécurité doit demeurer le critère légal minimum, régissant l'internement des civils. Quand bien même on considérerait ces détenus comme des personnes internées en vertu du droit international humanitaire, aucun, je dis bien aucun, des droits reconnus aux détenus n'a été respecté. Au contraire, la privation de liberté a été imposée de manière arbitraire et sans examen rapide de leur dossier. La gravité du comportement était telle qu'il y a eu violation de règles fondamentales du droit international. Les arrestations revêtaient un caractère arbitraire. Et des victimes telles que P1743 et P2263 ont été arrêtées. Pourquoi? Pour le prétexte qu'elles préparaient un coup d'État, alors qu'elles avaient simplement ramassé un tract politique ou qu'elles tenaient une feuille de papier entre les mains, dans la rue. Ça a suffi pour les arrêter. D'autres ont été accusés d'être affiliés à Bozizé, en raison simplement de leur nom de famille, ou parce qu'elles avaient travaillé auparavant dans son administration. Le nombre d'arrestations et de détentions a augmenté à la mi-août 2013 après les perturbations survenues lors de la cérémonie d'investiture du président Diotodia. Plusieurs hommes et une femme ont été arrêtés sans que leur responsabilité présumée dans les perturbations ne soit clairement établie. Ces arrestations
sont survenus alors que se déroulait la deuxième opération de désarmement à Boirabe, un quartier qui avait été associé au président Bozuzé, et donc qui est Baya et à ses partisans. Il n'y a eu aucun examen du fondement de leur détention et aucune garantie procédurale ne leur a été accordée. Donc le règne total de l'arbitre. Les détenus avaient droit à un examen rapide, indépendant et impartial de la légalité de leur détention, ainsi qu'à d'autres garanties. Même si les détenus n'étaient pas toujours traités de la même manière, ils entraient dans ce que on pourrait résumer en deux grandes catégories. Il y a d'un côté ceux qui étaient traités comme s'ils étaient soupçonnés d'avoir commis un crime ou avaient été inculpés pour ce crime, mais à qui on n'accordait pas suffisamment les droits qui s'imposaient. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui étaient apparemment détenus, complètement en dehors de tout cadre légal pour régir leur détention. Ainsi, tandis que certains détenus ont été officiellement inculpés pour des crimes, après leur mise en détention initiale, même si les charges étaient manifestement mal fondées, telles que les personnes détenues à la suite des événements liés à la distribution de tracts, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, d'autres n'ont pas bénéficié d'une procédure régulière. Les victimes étaient détenues dans des conditions qu'on pourrait qualifier sans exagération d'exécrables. Les cellules étaient exiguës et surpeuplées. Environ 12 à 15 détenus étaient serrés les uns contre les autres dans des cellules sans fenêtres, où l'air était étouffant et où il n'y avait qu'un seau pour servir de toilette. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, le témoin P622 vous dira, et je le cite, « Il était impossible de se coucher à même le sol car la cellule était remplie. » Voilà à quel point c'était horrible. Les gens étaient tellement tassés les uns sur les autres que le témoin, donc 622 que vous entendrez, vous dira que même se coucher n'était pas possible. Les éléments de preuve que nous présenterons montreront que les détenus avaient peur. Les détenus avaient soif. Ces détenus avaient faim. Ces détenus ne pouvaient pas dormir. Ils recevaient peu ou simplement pas de nourriture. Même l'eau qui était si vitale, même l'eau, était une denrée extrêmement rare. Et cette rareté était d'une telle extrémité que vous entendrez ce témoin P622 qui viendra ici pour vous dire ce qu'il a enduré. Faute d'eau, parce qu'il n'y en avait pas, il n'y avait pas du tout d'eau. Donc, il viendra vous indiquer qu'il a été réduit à la situation de devoir boire ses propres urines. Le procureur vous a parlé de la cellule souterraine sous le bureau de Saïd en utilisant cette image bien parlante que
il les a fait sous ses pieds. Madame la Présidente, Madame, Monsieur le juge, à l'époque visée par les charges, au moins 31 détenus de sexe masculin ont été placés dans cette cellule souterraine, dans ce qu'on vous a appelé le trou. Et l'accusation fera comparaître des victimes qui ont survécu aux conditions de détention extrêmement difficiles et aux mauvais traitements infligés dans le trou. Le témoin P3556, vous l'entendrez. Et pour vous donner un avant-goût, je m'en vais un tout petit peu citer ce qui sera son témoignage à venir. Et je le cite. La cellule sous-sol était un lieu vraiment puant. Elle mesurait environ 4 mètres sur 4, avec une très petite ouverture au mur. Vers midi, nous avions une petite lueur. Mais après 15 heures, nous étions plongés dans le noir. Les premiers détenus avaient mis des cartons et de la paperasse pour faire des monticules sur lesquels ils se couchaient. En face des monticules, soit à une distance d'environ 2 mètres, nous nous soulagions. En fait, pour indiquer uriner ou bien déféquer. Nous vivions avec nos excréments et nos urines. L'intérieur de la cellule, et cela va sans dire, sentait très mauvais. Il y avait des cafards, des lézards et des rats. Donc voilà en partie ce que le témoin P3056 viendra vous dire. Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge. Comme vous avez pu le voir sur la vidéo qui vous a été présentée par le procureur Khan, il s'agissait bel et bien d'un trou, comme l'ont décrit les victimes. Pas vraiment de porte pour y entrer ou en sortir. Et comme un témoin l'a dit, il n'y avait même pas d'escalier, il fallait presque sauter pour aller là au fond. Pendant la période où des victimes ont été détenues dans ce trou, son accès était limité. Et certains policiers viendront témoigner qu'ils ne connaissaient même pas son existence. L'accusation fera déposer des personnes qui, à l'instar du témoin 2478, qui, à la fin août 2013, dans le cadre de ses fonctions, a entendu des bruits provenant du plancher, du bureau de Saïd. Et il était bien en fonction là-bas. Mais tout cela, en fait, était fait hors leur connaissance. Il a entendu ce bruit, P2478. Donc, quand P2478 a soulevé les planches de bois, donc ce témoin a vu au moins 5 prisonniers dans le trou. Et comme elle l'indiquera, ce témoin a cru que ces personnes allaient mourir. Parce qu'elles avaient les pieds et les mains liés, et ceux-ci avaient commencé à enfler, à gonfler.
Il saignait et avait l'air d'avoir été torturé. Les éléments de preuve montreront que ceux qui étaient arrêtés et détenus n'étaient pas toujours enregistrés dans un registre conservé par les Seleka de l'OCRB. P547 viendra témoigner qu'il n'existait aucune trace de sa détention dans les registres de l'OCRB, bien qu'il ait été détenu pendant plusieurs jours dans ce fameux trou. Les éléments de preuve montreront que le commandant Yaya, l'un des co-auteurs de l'accusé, avait ordonné à ses hommes de dire aux proches de ce témoin, P547, qu'il n'était pas détenu à l'OCRB et qu'il avait été conduit ailleurs lorsque ces derniers sont venus le chercher. La privation de droits des détenus, ainsi que les conditions inhumaines de détention et le caractère arbitraire des arrestations, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, donc, ces conditions, cela satisfait bien aux éléments requis s'agissant du crime contre l'humanité d'emprisonnement au sens de l'article 7.1e. Dans certains cas, les mauvais traitements, la douleur et les souffrances infligées aux détenus s'apparentaient à des actes de torture, des traitements cruels et des atteintes à la dignité de la personne. Madame le Président, Madame et Monsieur les juges, à présent, je vais aborder les éléments de preuve à l'appui des faits essentiels pour le crime de torture. Monsieur Saïd et ses subordonnés ont soumis au moins 16 détenus de sexe masculin à une méthode de torture appelée l'arbatachar. Dans sa présentation, le procureur Khan vous a déjà donné quelques premières indications par rapport en quoi ça consiste et par rapport à ses effets. Donc, puisque c'est un élément si important du dossier du procureur, vous souffrirez, Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge, que je revienne rapidement dessus. Pour vous indiquer que cette méthode, elle consistait à attacher les mains, les coudes et les jambes dans le dos de la personne. Les chevilles étaient attachées au coude pour arquer le corps et lui infliger une posture extrêmement douloureuse. Et voilà, donc, après l'exemple que le procureur vous a donné, je vous donne encore ici l'exemple d'un homme attaché selon cette méthode. Vous le voyez à présent. Et pour illustrer justement ce que cela fait, en plus de l'image, je vous livre ce que P547 a indiqué et certainement qui sera également entendu ici au titre de la preuve. Voici ce que P547 nous dit. J'étais tellement sérieusement attaché que mes jambes étaient fatiguées et mes bras étaient paralysés. J'ai encore proféré des injures aux éléments de la Seleka en leur disant
de me tuer une bonne fois pour qu'on en finisse. Voilà, donc je pense que ça peut vous donner une indication de l'intensité de la douleur, des souffrances qui sont causées par cette méthode de torture, à un point tel que la personne qui y est soumise préfère plutôt en finir avec la mort que de continuer à endurer ce supplice. Madame la Présidente, Madame et Monsieur le juge, vous avez vu ces photographies montrées par le procureur de P547. Des détenus étaient attachés selon cette méthode de l'arbatachar et étaient frappés pour leur soutirer soit des informations ou carrément des aveux. Un autre témoin, P481, viendra déposer. Il vous dira qu'il a été arrêté pour avoir, soi-disant, conspiré avec l'ancien président Bozizé en juin 2013. Et c'est le cas de l'OCRB, qui était sous le contrôle de M. Saïd, l'ont obligé à boire 3 verres d'eau d'affilée. Lui ont attaché les mains dans le dos et l'ont fait s'allonger sur le dos, la partie centrale de son dos étant adossée à une planche de bois, tandis que son corps était tiré vers l'arrière. Il a été battu sur son ventre nu pendant 20 minutes. Les Séléka lui ont ensuite mis du nylon brûlant sur les mains et il en porte encore les cicatrices aujourd'hui. Donc vous voyez, l'arbatachar, mais même l'eau explorée dans ses variantes extrêmes. Tout à l'heure, je vous ai indiqué le cas où c'était la privation totale d'eau, au point que les personnes assoiffées en étaient réduites à boire leur urine. Et voilà que l'eau maintenant est donnée à profusion, mais à une quantité quasiment impossible à ingurgiter, avec l'un verre après l'autre. Également, une autre forme de torture, vraiment, la torture en fait explorée en fait, dans toutes ses subtilités, si je peux l'appeler comme ça. Les victimes de l'arbatachar expliqueront qu'elles ne pouvaient plus marcher, qu'elles étaient incapables de se servir de leurs membres. Certaines étaient paralysées temporairement. D'autres avaient les bras décolorés et ne pouvaient plus s'alimenter seules. D'autres encore étaient si fatiguées, si exténuées, qu'elles avaient besoin d'aide pour changer de position, et d'autres, enfin, ont souffert de plaies infectées. La douleur ressentie ne s'est pas arrêtée là. Les témoins raconteront les répercussions lointaines que l'arbatachar continue à avoir dans leur vie, car certains ne sont plus capables de mener des activités quotidiennes, normales, et ont encore des souvenirs récurrents des souffrances qu'ils ont endurées. Comme les victimes en témoigneront, cette méthode de l'arbatachar présente des risques graves pour la vie et la santé, dont la suffocation, la paralysie et d'autres formes de traumatisme à long terme, comme c'est bien connu. Madame la Présidente,
Madame et Monsieur le juge, cette méthode de l'arbitraire satisfait aux éléments requis s'agissant du crime contre l'humanité et du crime de guerre, de torture, au sens des articles 7.1 F et 8.2 C, I, 4. D'autres formes de mauvais traitement se rapportant à des actes de torture ont également été infligées à l'OCRB, notamment des passages à tabac musclés avec des fouets et d'autres instruments ayant entraîné des saignements, ainsi que les recours à ces méthodes de simulacre d'exécution. Le témoin 1743 viendra raconter les coups violents que 15 autres personnes et lui ont reçus à leur arrivée à l'OCRB en juillet 2013. Ils ont été frappés parce que certains d'entre eux avaient ramassé ou photocopié des tracts dans la rue appelant à une manifestation ou grève pacifique contre le régime de la Séléka, opération aussi appelée Ville morte. Et voilà ce qu'ils ont enduré pour avoir simplement ramassé ou photocopié ces tracts. P2263, victime donc, des mêmes exactions, a indiqué ce qui suit et qui sera au cœur de ce témoignage que vous entendrez, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge. Voilà ce que P2263 nous dira. Nous avons dû nous allonger et ils ont étalé de l'eau et de la boue sur notre dos. Puis, ils ont ajouté des graviers provenant du sol. Je pense que c'était pour accentuer la douleur. Les Sélékas sont ensuite venus avec des cordes habituellement pour attacher les vaches. Ils nous ont frappés sur le dos avec une corde, chacun à son tour. Lorsque l'un était fatigué, et ici je parle de ce qui frappait, pas ce qui recevait les coups. Donc, lorsque l'un était fatigué, un autre prenait la relève. L'ordre, dit encore P2263, l'ordre était de nous fouetter chacun 20 fois. Il recommençait si quelqu'un faisait du bruit pendant qu'il nous battait. Pendant les coups, j'ai uriné sur moi. Et je sais que quelqu'un a déféqué dans ses sous-vêtements. Voilà ce que vous entendrez de P2263. Les actes de torture subis par les victimes à l'OCRB étaient pratiqués dans le but spécifique d'infliger une douleur et des souffrances afin d'obtenir des renseignements ou des aveux, de punir, d'intimider ou de contraindre les personnes détenues. Donc on peut bien voir ici que les éléments requis pour le crime de torture en tant que crime de guerre sont bien réunis.
Madame le Président, Madame le juge, Monsieur le juge. Les éléments de preuve qui seront présentés au procès démontreront que pendant toute la période considérée, les détenus étaient torturés sous la garde et le contrôle de l'accusé et des sélékas de l'OCRB, subordonnés à M. Saïd. Les prisonniers détenus à l'OCRB avaient au moins été mis hors de combat, au moins, ou étaient des civils, des membres du personnel médical ou religieux ne prenant pas activement part aux hostilités. Les châtiments extrêmes décrits par les victimes de l'OCRB, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, donc ces châtiments extrêmes répondent également à l'élément requis pour le crime de guerre de traitement cruel au sens de l'article 8 de CI 3 qui correspond au chef d'accusation 4. Pour ce qui concerne l'atteinte à la dignité de la personne, outre l'extrême douleur causée, la méthode de l'arbatachar consistant à mettre la personne dans une position corporelle censée être humiliante et dégradante, donc cette méthode satisfait bien aux éléments requis s'agissant du crime de guerre d'atteinte à la dignité de la personne au sens de l'article 8 de C de I. Pour ce qui concerne les autres actes inhumains, les conditions extrêmes de détention ainsi que l'absence de soins médicaux, de nourriture ou d'eau dans les cellules de l'OCRB constituent également le crime contre l'humanité d'autres actes inhumains, au sens de l'article 7.1K. Et s'agissant de la persécution, les éléments de preuve démontreront, au-delà de tout doute raisonnable, que M. Saïd a commis le crime de persécution, qui est le chef d'accusation numéro 7. Les éléments de preuve qui seront versés montreront que des personnes étaient prises pour cible en raison de leur appartenance ethnique et pour des motifs d'ordre religieux, politique ou sexiste. Les victimes appartenaient principalement à certains groupes ethniques pris pour cible, tels que les Gbaya, les Mandja ou les Banda. Les victimes étaient chrétiennes. Les victimes étaient presque exclusivement de sexe masculin. Les victimes étaient également prises pour cible pour des motifs politiques, car elles étaient considérées comme des partisans de l'ancien président Bozizé. L'intention discriminatoire, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge,
Donc cette intention discriminatoire de M. Saïd est établie par le mode opératoire des crimes commis contre les victimes, ainsi que par les propos utilisés par les Séléka de l'OCRB. Par exemple, le témoin P481, il a été appelé le grand soutien de Bozizé par le général Noureddin Adam. P547 a été qualifié de mercenaire de Bozizé par le général Fadoul al-Bachar. Tandis que P3056 a été interrogé à propos de ses liens présumés avec Ngaï Kosset et Bozizé. Vous le voyez, Madame la Présidente, Madame et Messieurs les juges, les éléments de preuve qui seront versés au dossier de ce procès établiront clairement et au-delà de tout doute raisonnable que les crimes d'emprisonnement, de torture, de traitement cruel, d'autres actes inhumains, d'atteinte à la dignité de la personne et de persécution ont été commis contre des détenus de l'OCRB. Donc, à présent, Madame la Présidente, Madame le juge, Monsieur le juge, je vous remercie de votre patience. Et ma collègue, le premier substitut, Madame Olo Makwaya, va continuer, surtout pour ce qui concerne la responsabilité individuelle, et elle fera sa présentation en anglais. Je vous remercie. Thank you very much, Mr. Nyang. Ms. McQuay, please. Good afternoon, Madam President, Your Honors. Thank you, Deputy Prosecutor Nyang. I shall address you now with respect to the individual criminal responsibility of the accused Said at the OCRB. Madam President, the evidence will establish beyond a reasonable doubt that Mr. Said participated in the alleged crimes at the OCRB as a direct co-perpetrator under Article 25(3)(a). Your Honors, Mr. Said did not commit these crimes alone. Mr. Said shared a common understanding or agreement with the members previously described by the Deputy Prosecutor and Prosecutor Khan. He committed these crimes in agreement with Noureddin Adam, Colonel Mahamat Tahir, Colonel Hissène Damboucha, Yaya, and we're portraying these images of these names on your screens at this present, Your Honors. Yaya Soumayele, General Mahamat Saleh, Adoum Kete, General Adoum Rakis, General Fadoul al-Bachar, and other OCRB Seleka elements to target, Your Honors, perceived Bozizé supporters in Bangui by committing the crimes charged in counts 1 to 7. Your Honors, the prosecution will present evidence that there existed an agreement which was established through their regular mutual coordination on the commission of the crimes. At all times relevant to the charges, Mr. Said, the accused before you today, was in control of the OCRB. In this role, Madam President, Mr. Said oversaw their arrest, detention, and severe mistreatment of pro-Bozizé supporters or persons deemed to be affiliated to him. Your Honors, the accused exercised control over the commission of the crimes by virtue of his essential
contributions to the common plan. The prosecutor will call at least 12 insider witnesses, Your Honor, witnesses with an inner knowledge of how these crimes were committed, witnesses with a perspective from within. These 12 insider witnesses, Your Honors, will lead evidence that will prove the different essential contributions to the crimes made by the accused. In addition, Your Honors, we shall also be calling several victims of the acts of the accused, Mr. Said. These victims will describe to you his direct participation. They will describe to you the severe mistreatment, the severe inhumane conditions they went through at the OCRB. Their testimonial evidence, Your Honors, will be supported as initially indicated to you by documentary evidence, including release orders issued by Mr. Said himself. Your Honors, I will now list to you some of what we will prove were the essential contributions of the accused. You will hear evidence through the course of this trial that he arrested, that he detained perceived Bozizé supporters, that he detained these people at the OCRB. For example, Madam President, Your Honors, he arrested at least 2 soldiers, one at a football field, another at home at night. And these 2 individuals, Madam President, Your Honors, were later killed. The prosecution will also present evidence of at least 9 victims which were detained by Mr. Said in the hall, the basement that was under his office. You heard from Prosecutor Khan, you also heard from Deputy Prosecutor Nyang, the description, the horrendous nature of this hall. Madam President, Your Honors, you will hear evidence that Mr. Said controlled the underground cell, that Mr. Said not only knew that detainees were there, but he could smell them and he could hear them. You've heard this hall, this cell was found immediately underneath his own office. He cannot tell you, Madam President, Your Honors, that he did not know of the existence or the detention of torture victims in this hall. It is the prosecution case that he participated in some of the interrogations, that he participated himself in some of the arrests and the detention of those persons held under the underground cell, the hall. Madam President, he was fully aware at all times, we submit, of the inhumane detention conditions and the lack of due process of the prisoners, of the detainees held at the OCRB. Your Honors, as head of the OCRB, Mr. Said also had the power to arrest and release detainees. The evidence will demonstrate that some of these detainees were released after his instruction or authorizations. At times, he issued written instructions to do so. On your screens, Madam President, Your Honors, we present to you one such order. On this order, you will see, Madam President, you have the accused's telephone number at the bottom, 753535, I think 23. That's his telephone number. Also, Madam President, you'll notice that this release order is signed Le Colonel. This was the rank that Mr. Said, the accused, was holding as he led and oversaw the OCRB during the relevant period. At the top, At the top again, you'll see sur l'ordre du CMSAK. Deputy Prosecutor Nyang told you what that meant. Madam President, it is our case, not only did he have the power to arrest and detain, he also, when it suited him, he also issued release orders to some of the detainees. The next slide, Madam President, depicts another release order given at his instructions. As with the previous order, Madam President, you will note that these release orders were all issued in the year 2013 at the relevant time
that Mr. Said was in charge of the OCRB at the time when Mr. Said was holding civilians, was holding prisoners, exclusively male, at the OCRB. Another essential contribution that the accused Mr. Said is being held responsible for is his use and his condoning, Madam President, his condoning of the Abatasha torture method. Deputy Prosecutor Nyang submitted to you at length about the impact of the Abatasha torture. Mr. Prosecutor Khan also alluded to the Abatasha torture method. We submit, Madam President, Your Honors, that not only did he use it, but the condoning of Mr. Said of this torture method was an essential contribution of his to the common plan and agreement between himself and the co-perpetrators. You will hear from P0338, Madam President, that Mr. Said endorsed this method as the best way to achieve confessions. You've heard the grueling, you've heard the impact the Abatasha had on the persons on whom it was subjected. And yet, what did the accused Said tell his subordinates? What did the accused Said tell P0338? He told them it was the best method to achieve confessions. Madam President, his subordinate, Yahya, tied P0547 in the Abatasha way. You hear this yourselves when this witness comes to testify before you. His subordinate, Yahya, tied P0547 in the Abatasha way and hung him. He hung him from 4 posts at the OCRB. When this witness testifies, Your Honors, you'll have the occasion to be presented with photographs of some of these areas where he was tortured. Mr. Said's essential contribution did not stop at torturing victims, Your Honors. He also supplied the Seleka elements or members at the OCRB with weapons. He supplied them with food. He supplied them with vehicles. He supplied them with uniforms. And as you've seen previously during the course of our presentation, he issued identification cards which were meant to identify and separate the Seleka from others. His essential contribution did not end here. It didn't end here. His essential contribution included the interrogation of victims using the most violent of manners times. He did so with his subordinates Yahya and Tahir. He did so at the OCRB in order to elicit information from those perceived to be Bozize supporters or with affiliations to him. You'll hear evidence, Your Honors, that a witness was threatened by the accused at gunpoint. He was threatened with death as he interrogated him. Mr. Said's essential contribution also included the overseeing and the functioning of the OCRB. He directed the police officers stationed there and decided, Your Honors, who would be interrogated or sent to the prosecutor. He had the power to decide those who had no due to any legal or judicial recourse. He retained that power as the person in charge of the OCRB. The OCRB, Seleka under the control of Mr. Said, and the members of the common plan at all material times collaborated closely with him in the commission of the crimes, and they also made essential contributions within the framework of their common plan. Evidence will demonstrate that General Adam Nuruddin interrogated detainees at the OCRB. Colonel Tahir, Said's deputy, coordinated with him
in their arrests and detentions. In several instances, Madam President, Your Honors, General Saleh brought detainees to the OCRB who were perceived to be Bouazizi supporters. General Rakis, Adam, and Said jointly arrested and detained a young baker because he was perceived to be a Bouazizi supporter. General al-Bashar arrested P0547, and Yahya oversaw his detention and tortured him at the OCRB. Madam President, these members of the common plan with the accused Said, such as Yahya and Tahir, executed his orders with regard to the detention of detainees held in the hall and elsewhere in the OCRB compound. You've heard from the deputy prosecutor and the prosecutor, and you've been shown images of the OCRB compound. You've seen the other cells above ground, G1 to 7, and you also shown the hall, the basement. In their common plan, as I've just stated, Yahya and Tahir executed his orders. Another member of the common plan, Dambushar, also coordinated with Said, the accused, on arrests and detentions and brought detainees to their OCRB. Their actions, Madam President, were closely coordinated in support of the common plan to arrest, detain, and mistreat perceived pro-Bouazizi supporters at the OCRB. With respect to his intent and knowledge, Madam President, Your Honors, the prosecution's evidence will show that Mr. Said not only knew, but also intended. He also intended to contribute to the charged crimes. He was not a passive bystander. He intended to contribute to these crimes. He was present continuously at the OCRB during the relevant time, almost on a daily basis. The evidence to be led, Madam President, Your Honors, will demonstrate this. Further, Mr. Said was the most senior and the most powerful Seleka stationed at the OCRB. You will hear evidence of others who came and went, but he was the one who was stationed there. He gave orders, and he managed the OCRB Central Detention Facility. The evidence will also show that the underground cell was in his office, and he ordered the detention of persons there. He also participated in arrests and physical mistreatment of prisoners himself. He coordinated and communicated on a regular basis with his Seleka elements who also mistreated detainees. When it comes to his ordering and inducing, Your Honors, it is the prosecution case, and we shall lead evidence to show that the accused conduct also fulfilled the elements of Article 25(3)(b) of the statute. You will hear evidence that he ordered his subordinates to detain victims in the underground cell in inhumane conditions. You will hear evidence that he gave instructions to detain victims in the above-ground cells where he knew detention conditions were also inhumane. You will hear evidence that he supported and condoned the use of the abatasher torture method by his subordinates. Madam President, the accused also provided incentives. He provided incentives to detain persons in an arbitral manner, including by enabling the extortion of relatives of victims. You've heard from Prosecutor Khan about this previously. He enabled the extortion of the relatives of victims who were detained there. For example, he exerted significant influence and provided incentive for arbitral arrests and detentions, running an extortion scheme with another member of the common plan, Tahir. With your leave, Madam President, Your Honors, I will now turn to
the contextual elements of the war crimes. The war crimes that took place in the Central African Republic between April and August 2013 occurred during the time that the accused was in charge of the OCRB. Throughout this period, an internal armed conflict was taking place in Central African Republic. This conflict, Madam President, Your Honors, started well before the charged crimes and continued for some months afterwards. In late 2012, Francois Bozizé, the then president of CAR, who had taken power through a coup 10 years earlier in March 2003, let me take that up again. In late 2012, Francois Bozizé was the president of CAR. He had seized power by coup 10 years earlier in March 2003. Madam President, Your Honors, the belligerents, or one of the parties to the armed conflict, was a coalition of political factions and armed groups called the Seleka. Mr. Said, the accused, belonged to this group. He was a member of the Seleka coalition. Michel Jotodia and General Nuruddin Adam led this coalition. The other party to the armed conflict was a group of forces aligned with President Francois Bozizé, the pro-Bozizé forces. Over the course of the armed conflict, the pro-Bozizé forces would reactivate existing new self-defense groups which evolved during the conflict into what then became known as the Anti-Balaka. Leaders of the group included Francois Bozizé and members of his inner circle, such as Lévi Yakete, Patrice Edouard Ngaïsona, Bernard Mokom, Maxime Mokom, and Olivier Coudemont. Your Honors, around August 2012, the Seleka rebel coalition emerged in the northeast of the Central African Republic. This coalition was united by their dissatisfaction with Bozizé and his regime. This coalition was united in their desire to remove him from power. Madam President, at this point, we shall be showing you photographs, pictures of some of the Seleka armed group. These photographs, Madam President, were taken at the time when the Seleka was marching towards Bangui. From these photographs, you can see, Your Honors, that the Seleka elements and their leaders are armed with weapons. The Seleka elements and their leaders are wearing military uniforms. The Seleka elements and their leaders possess vehicles which are mounted with military artillery weapons. In the next slide, Your Honors, are photographs taken by a prosecution witness on the 18th of March, 2013 in Sibut, in Central African Republic. This was less than a week before the Seleka advanced on Bangui, the capital city of the Central African Republic. In this photograph, Your Honors, you can see Jotodia encircled, and Adam greeting Seleka elements. 6 days later, 6 days after this photograph was taken, Your Honors, on the 24th of March, 2013, the Seleka had taken over Bangui.
the Seleka had overthrown Bozize, who was forced into exile with his allies. The Seleka leader whose photograph we've just shown you, Michel Djotodia, then proclaimed himself the president of the Central African Republic. Madam President, Your Honors, the Seleka's assault on Bangui demonstrated their military ability and capability. Their assault forced Bozize and his allies to retreat. This resulted in a temporary lull in the intense clashes, but it did not end the war. One may ask, was there a peaceful settlement to the hostilities? No, there was not. Was there a lasting absence of armed confrontations between the parties? No, there was not. Was there a real risk that serious fighting would resume? Yes, there was. Something, Madam President, Your Honors, something that both parties to the conflict understood fully well. After the taking of Bangui, the Seleka set up a transitional government under Djotodia. Through decrees, they appointed key members of the Seleka coalition to important positions. We're now portraying to you some of these decrees. I'm not sure how you can, are they clear? Can you zoom them a bit? Okay. Some of the decrees that were issued by Djotodia and his regime. Your Honors, state entities were taken over and other bodies were created, for instance, a National Security Council, whose members included Noureddin Adam, and the council's president was presided by Djotodia. You have before you, Madam President, a list of ministries and the individuals who were appointed to these positions when the Seleka took power. When the Seleka took over the government ministries and established bases in Bangui, headed by senior Seleka commanders such as at Camp Bill, Sapeurs de Pompiers, and Camp des Roues. You'll hear evidence, Madam President, Your Honors, that these commanders engaged in a system of lateral coordination and cooperation in order to achieve the common goal of maintaining power. Mr. Said was one such commander who was set up and established at the OCRB base. You will further hear evidence, Madam President, that prisoners were transferred between these bases that the Seleka was controlling. And a system of food distribution was also established where they shared some of the food. You will also hear evidence, Madam President, that during this period, the Seleka controlled important territory in the Central African Republic. Your Honors, this included the capital city, Bangui. They also set up a system of checkpoints to monitor and control the movement of people. The Seleka set up checkpoints across the Central African Republic to monitor and control the movement of people. To maintain its power and control, it also put generals, Madam President, in charge of different regions in Central Africa. When the Seleka took over Bangui, they reportedly
had about 5,000 fighters. 5,000 fighters. But by the end of 2013, they had around 15,000 to 20,000 fighters. This, Your Honors, demonstrates their ability to successfully recruit en masse members to their coalition. When Jotodia took power, when he proclaimed himself president, he set up his base at Camp de Roux and created his own presidential security guards. He appointed its leaders by decree. With these men, he was able to assert his power and establish his rule. The other belligerents to this conflict, Madam President, Your Honors, the other members to the conflict, Bozizé and his allies, quickly set about regrouping their fighters by supporting, by training, and consolidating self-defense groups with one aim, the aim of forcing their way back to power. At this point, they maintained an effective command structure. The evidence will also show or demonstrate that a substantial number of experienced fighters remained loyal to Francois Bozizé. These, Your Honors, included former members of the Central African Armed Forces, known as the FACA, and former members of Bozizé's presidential guards. While the Selekers' takeover of Bangui had forced most of these fighters out of Bangui, the evidence will show they withdrew in fairly good order. They had the time and strength to hide or carry away military stockpiles. These, Your Honors, included state-purchased weapons and ammunition. For example, witness P2328, who was a member of an official mission sent to neighboring countries by the Central African government at the time, will give evidence that many of the weapons taken by pro-Bozizé forces were later retrieved in the neighboring countries. You will also hear evidence, Madam President, Your Honors, that many pro-Bozizé fighters retreated and gathered on the border regions of Central African Republic, biding their time to launch a counterattack. This does not mean to say that all the loyal forces to Bozizé fled Central Africa, Your Honors. Some, you will hear evidence, remained in the Central African Republic and continued to display signs of armed resistance to the Seleka. Madam President, Your Honors, I would now like to direct your attention to a map which should be showing on your screens. On this map, you can see Bangui. It's appearing now in red. It sits right on the border with the Democratic Republic of Congo to the right. Your Honors, many pro-Bozizé fighters retreated across the Ubangi River to the Democratic Republic of Congo to a town called Zongo, also now shown on the map before you. Other fighters pulled back to the areas on the border with Cameroon. They gathered in places like Bertoua or
Garua, Bulai. Both places are now also showing on the map before you, Madam President, Your Honors. These locations were strategically chosen. Why? They were strategically chosen because they were near the major supply route from Cameroon to Bangui, which you will hear evidence, Madam President, Your Honors, was the crucial road as food and other essentials were transported on this road. Your Honors, within weeks of leaving Bangui, Bozizé held high-level meetings to plan his way back to power. Bozizé's associates liaised with pre-existing self-defense groups and new recruits to organize, arm, and train them. By June 2013, structured military trainings overseen by former FACA members were taking place in locations such as Zongo and Kalangoai in the Democratic Republic of the Congo. Both locations, Zongo and Kalangoai, are also now displayed on the screen, Madam President, Your Honors. In the Democratic Republic of Congo and in Gobere within the Central African Republic itself. All these locations are now displayed before you. Your Honors will hear evidence from P1339, an anti-Balaka insider who received trainings by a pro-Bozizé member called Alfred Yekatom in Kalangoy. Madam Prosecutor. Oh. Yes. Apologies, Madam President. That's okay. I think this is a good place to stop so we can go for lunch. But may I ask how much more time you think you still need when we come back? I hope to be done in 45 minutes, Madam 45 President. minutes. Yes. Okay. Thank you very much. I think I'll adjourn the case till we come back at 2:30, please. All rise. We will.